nous parler de la performance, de la diversification économique ainsi que du climat des affaires. Pour cela, je vais commencer par Madame la gouverneure de la Banque. Dans le secteur financier, quelles sont les initiatives pour renforcer le climat des affaires, l'accès au financement et la diversification de notre économie? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je voudrais commencer par saluer l'amélioration de la notation qui nous a été présentée par rapport au secteur financier. Ceci est bienvenu et c'est bien l'illustration de ce que Monsieur le ministre des Finances a illustré en abondance, la volonté, les efforts qui sont menés pour véritablement tourner la page et s'orienter vers le renforcement, l'amélioration du climat des affaires et le soutien au renforcement des perspectives de croissance et la réduction de la pauvreté. La réponse à votre question, je peux la situer à deux niveaux. Le premier, Monsieur le ministre des Finances a eu à l'aborder d'un certain point de vue. Comme initiative, je peux citer déjà, en fin d'année 2021, la mise en place du comité de stabilité financière, qui est un comité, qui est un cadre où le ministère des Finances et la Banque centrale et d'autres parties prenantes se rencontrent pour regarder aux questions qui concernent la stabilité du système financier, qui concernent la résolution. C'est dans ce cadre d'ailleurs, comme il a eu à l'illustrer aussi, qu'il a été possible qu'une mise sous administration provisoire d'une des banques ne se traduise par la liquidation. Pour la première fois dans notre pays, ou en tout cas pour la première fois il y a très longtemps, nous sommes arrivés, grâce à ce fonctionnement, à arriver à ces résultats. Monsieur le ministre des Finances a aussi noté le projet de la mise en place d'un bureau de crédit qui est un élément important par rapport à l'octroi, par rapport à la croissance du crédit dans notre économie. Il a aussi cité la mise en place d'un système de garantie de dépôt. C'est toutes ces initiatives-là, en dehors de la Banque centrale, avec la contribution de la Banque centrale, qui sont mises en place pour nous assurer que nous avons un système financier qui est solide. Et il y a aussi les initiatives au niveau de la Banque centrale où nous mettons en place aussi à l'intérieur des structures qu'il faut pour bien suivre la stabilité du secteur financier, pour accompagner le secteur financier, pour nous assurer que c'est un secteur financier qui est basé sur base de gestion des risques. Donc, c'est tous ces éléments qui font que nous avons un système financier solide, stable, qui donne donc une certaine assurance aux investisseurs que le crédit peut être obtenu, que les dépôts peuvent se faire et sont sécurisés. Le régulateur, la Banque centrale, veille à ce que le système financier prospère, que le système financier mène bien ses activités pour accompagner le secteur privé, accompagner les petites et moyennes entreprises, accompagner les initiatives des femmes, les initiatives des jeunes. Et c'est dans ce cadre aussi, la dernière initiative que je vais citer, que la Banque centrale a participé à la préparation de la stratégie de l'inclusion financière, qui vise à augmenter l'accès aux services financiers, même dans les zones les plus reculées, même pour les petites et micro-entreprises. Voilà ce que je peux vous donner en gros comme réformes ou initiatives qui sont mises en place par rapport au climat des affaires, par rapport à la diversification et bien entendu toutes les actions qui sont menées par la Banque centrale en tant que régulateur, en tant qu'institut d'émission, qui sont amenées à contribuer à la stabilité des prix, à la stabilité du cadre macroéconomique, sont autant d'éléments sans que ça soit traduit nécessairement par des initiatives qu'on peut quantifier et lister, mais c'est toute l'action de la Banque centrale qui permet de contribuer à ce que, en République démocratique du Congo, il y a un cadre macroéconomique qui est stable, qui supporte le développement des activités du secteur privé. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de réformes.
et je vais revenir là-dessus, la Banque centrale, vous dites, a mené des réformes structurelles majeures ces dernières années sur les plans de sa gouvernance, de son indépendance, du développement des marchés financiers ou encore de renforcement de sa position extérieure. Comment l'ensemble de ces réformes va-t-il permettre d'encourager davantage d'investissements en RDC de la part du secteur national, du secteur privé national ainsi que du secteur international? Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments par rapport à votre question dont je viens de parler. Lorsque vous regardez la mission qui est donnée à la Banque centrale, chez nous, comme dans d'autres pays au monde, c'est de contribuer à la stabilité de prix. Et la stabilité de prix, la stabilité du cadre macroéconomique, ce sont des éléments très importants par rapport à l'environnement des affaires, par rapport au climat, par rapport à ce que les investisseurs peuvent attendre dans une économie. Et donc, toutes les réformes que nous avons eu à mettre en place, certaines sont terminées, d'autres sont encore en cours. Toutes ces réformes permettent à la Banque centrale de renforcer l'efficacité de son action dans la réalisation de ses missions. Et aussi, un élément important qu'il faut citer dans le cadre de ces réformes qui ont été mises en place, c'est véritablement un renforcement de dialogue avec ce qu'on peut appeler les assujettis. Les banques, les entreprises de microfinance, les cambistes, tous ceux qui mènent dans notre pays une activité qui gravite autour des missions de la Banque centrale. Donc, toutes ces réformes que nous sommes en train de mener nous aident à renforcer notre action, à renforcer la communication avec ceux qui rentrent dans le champ de la régulation de la Banque centrale, de manière, une fois de plus, à arriver à ce qu'on a l'image que dans notre pays, le secteur financier fonctionne correctement, qu'il est stable et qu'il est profitable et que c'est un pays où ça vaut la peine d'investir. On n'a pas d'inquiétude à se faire de ce côté-là. Donc, toutes ces réformes qui sont mises en place au niveau de la Banque centrale concourent à cet aspect-là. Un secteur financier stable, un secteur, une gestion, une supervision basée sur les risques pour le secteur financier, de manière à sécuriser les déposants, de manière à voir qu'il y a une croissance du crédit dans l'économie. Donc, tout cela, nous y travaillons très activement pour arriver à ces résultats. Le rapport Bonfils a parlé énormément de la dollarisation de l'économie. Dollarisation de l'économie demeure un challenge. Qu'est-ce qui ralentit les ambitions de cette dollarisation de notre économie, Madame la Gouverneure? C'est vrai que la dollarisation élevée de notre économie demeure un défi. Mais en même temps, il demeure aussi, la dédollarisation demeure un objectif. Mais c'est un objectif qui va demander la constance dans la mise en œuvre des mesures, des politiques qui vont nous permettre à la base d'augmenter la confiance du Congolais dans sa monnaie. Il faut qu'on y arrive, mais ça va prendre du temps. C'est dans la durée. Regardez les résultats de 2022. Je pense que M. Zézé en a parlé, M. le ministre des Finances en a parlé. En 2022, on a commencé véritablement à se dire, OK, maintenant on a une stabilité. On n'a pas une dépréciation continue de la monnaie congolaise. On a une stabilité. On a des politiques économiques saines et coordonnées qui permettent aux Congolais de se dire, détenir $1 ou détenir un franc congolais, à la fin de la journée, le pouvoir d'achat est le même, je peux le faire. Et malheureusement, on a eu des chocs. Et en période de choc, il est très difficile de sécuriser la confiance des agents économiques dans la monnaie. Nous sommes dans la dollarisation depuis plus de 30 ans. Et elle a pris racine. Maintenant, il y a eu une volonté plus affichée de déraciner, de veiller à ce qu'on puisse sortir de la dollarisation. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Dans le secteur bancaire aujourd'hui, c'est 80-85%
des dépôts et à peu près un niveau à peu équivalent des crédits qui sont en dollars, il est difficile d'imaginer qu'on peut juste décréter que désormais tout se fait en francs congolais. Parce que malheureusement, les faits économiques, ils sont têtus, ils ont leur propre logique et les effets macroéconomiques vont se faire sentir et ça ne sera pas souhaitable. Donc, les éléments importants, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui empêche la dédollarisation, mais il est clair que la mise en place des politiques macroéconomiques saines, comme c'est le cas depuis un peu plus de 2 ans maintenant, coordonnées, qui peuvent arriver à donner confiance à la population par rapport à l'utilisation de la monnaie, parce qu'aujourd'hui, il y a encore une préférence très poussée pour le dollar. Monsieur le ministre des Finances s'est posé la question, est-ce qu'il faut carrément abandonner le franc congolais pour aller vers le dollar? Ça, ses avantages et ses inconvénients. Il faut l'étudier, il faut voir. Pour la taille de notre économie. Un autre commentaire que je peux me permettre, c'est que dans la présentation du rapport, il a été mentionné que notre économie, l'économie informelle, c'est 80% Tout à fait. du PIB, mais elle contribue pour 20%. Et lorsque vous regardez l'utilisation des monnaies, cette économie informelle, c'est surtout en francs congolais que les activités se passent. Mais l'économie formelle, c'est surtout en dollars. Mais c'est l'économie formelle qui contribue le plus à la création des richesses, à la valeur ajoutée. Donc, c'est tous ces défis qui demandent du temps pour voir dans quelle direction nous allons nous orienter. Et c'est un débat difficile en ce qui concerne la confiance dans la monnaie, en ce qui concerne la dédollarisation. C'est un débat difficile lorsqu'il s'agit d'une année où nous sommes aux prises avec les effets des chocs exogènes. Aujourd'hui, tous les pays sont aux prises avec les questions de dépréciation de leur monnaie et des questions d'inflation. Et donc, arriver à trancher, à avancer de manière significative par rapport à la dollarisation en une année de choc, c'est encore plus difficile que autrement. Donc, les efforts continuent, les études et les analyses continuent aussi pour voir comment nous allons réduire progressivement. Jusqu'à présent, c'est encore l'objectif, réduire progressivement le niveau élevé de dollarisation de notre économie. Je vous remercie, madame. Je voudrais vous remercier vraiment. Vous avez abordé un point, mais je pense que je vais m'adresser plutôt au représentant du ministre du Plan. Monsieur le directeur de cabinet, pouvez-vous nous rappeler la stratégie du gouvernement en termes de diversification économique en temps vertical, qu'horizontal, en expliquant notamment quels sont les facteurs prioritaires? Merci beaucoup, Madame Kaozi. En effet, je m'appelle Monsieur Kanda et non Kanga. Kanda Marseille. Je voudrais d'abord, au nom de Son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre du Plan, réitérer les excuses que Son Excellence a partagées avec vous. Elle avait vraiment souhaité être parmi nous. Malheureusement, elle a attrapé un froid qui lui a volé toute la voix, donc elle ne sait pas parler. Elle est bien obligée de forcer pour parler. Elle a juste besoin de ce petit moment pour se rétablir. Mais je suis sûr que vous allez bien représenter. Nous avons une très belle séance de travail ensemble. J'espère que, en m'autorisant de venir, elle m'a doté du plein pouvoir pour essayer de délivrer le message qu'elle aurait dû délivrer elle-même. Et je pense qu'avec l'accompagnement de toute l'assistance, je pourrai y parvenir. Je voudrais également féliciter les organisateurs d'avoir associé particulièrement le ministère du Plan à ces assises autour des questions essentielles, j'estime même des questions de l'heure, pour toutes les questions qui concernent le possible développement de notre pays. Et je voudrais maintenant répondre à votre préoccupation, celle de savoir quelle est la stratégie du gouvernement. Avant de répondre à cette préoccupation, j'aimerais rappeler que le gouvernement s'est doté d'un plan national stratégie de développement
dans le premier quinquennat couvre l'horizon allant de 2019 à 2023. Ce plan s'adosse sur une vision de développement qui a été bâtie sur une base totalement participative de l'étude nationale prospective qui nous pose la question de savoir d'où venons-nous, où sommes-nous, où voulons-nous aller. Et sur base de cette vision qui a été renforcée par la vision du chef de l'État de vaincre la pauvreté, la vision du développement de la RDC s'énonce comme suite. Le potentiel des secteurs extractifs et agricoles de la RDC aurait été mis en valeur en 25 ans dans l'optique de construire une économie diversifiée et à croissance inclusive et à revenu intermédiaire dans le but de vaincre la pauvreté. Parce que le chef de l'État, son objectif ultime dans sa vision, c'est de parvenir à vaincre la pauvreté. Pourquoi j'évoque cet énoncé? J'évoque cet énoncé pour dire que la stratégie de la diversification de l'économie tire son origine de la vision de développement de notre pays. Ça, c'est la première chose. Et comme cette stratégie tire son origine, nous le savons que le plan de développement est articulé autour de 5 piliers de développement. Quels sont ces 5 piliers, s'il vous plaît? Les 5 piliers qui sont, le premier pilier, c'est le développement du capital humain, le renforcement du capital humain et le développement social, parce que le chef de l'État a mis l'homme au centre du développement. Nous voulons aller vers un développement donné, il faut former le type d'homme que nous voulons pour ce développement-là. Le deuxième pilier, c'est le renforcement de la gouvernance et l'autorité de l'État. Le troisième pilier porte essentiellement sur la consolidation de la croissance économique, la diversification et la transformation de l'économie. Le quatrième concerne le développement de l'aménagement du territoire et modernisation des infrastructures, parce que nous ne pouvons pas bâtir un développement si nous n'avons pas aménagé le territoire. Tout à l'heure, nous avons suivi les différentes interventions, notamment celle du ministre des Finances, que nous félicitons pour l'organisation de ces assises, qui a dit qu'il y a des projets concrets, et je crois qu'il a illustré avec des exemples très concrets des parcours agro-industriels qui doivent être aménagés par-ci, par-là, et beaucoup d'autres projets. Nous ne pouvons pas arriver à mieux trouver des emplacements de ces différents modèles, ou si vous voulez, si nous n'arrivons pas à aménager le territoire. Donc, l'aménagement du territoire occupe une place importante. Et enfin, le dernier pilier concerne les développements durables et équilibrés. Donc, l'environnement, développement durable et équilibré. Pourquoi équilibré? Nous connaissons aujourd'hui que notre pays, nous avons 26 provinces qui évoluent à des rythmes tout à fait différents, disparates. Et comme le président de la République a eu l'idée, à travers le programme de 145 territoires, d'impulser le développement par la base, il faudrait commencer par la base pour que nous ayons un équilibre et essayer de réduire les inégalités aussi bien spatiales et que régionales. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne les 5 piliers. Maintenant, je reviens sur la question que vous avez soulevée. Quelle est la stratégie? La stratégie, comme nous le remarquons avec moi, s'inscrit dans le troisième pilier du PNSD. Et cette stratégie porte essentiellement, si nous parlons de la diversification horizontale, porte sur le fait que nous devons aller vers d'autres secteurs. Pendant longtemps, nous avons eu un pays à une économie extravertie, portée essentiellement sur le secteur minier, et tout le monde le sait, le secteur minier, il est peu intensif en facteur travail, plus intensif en facteur capital, alors que à travers la diversification, nous avons connu plusieurs chocs, notamment le choc de la COVID-19, même si nous étions plus ou moins résilients, mais ce choc a mis tous les pays du monde à genoux. Nous avons également le choc de la guerre ukrainienne qui ne nous a pas épargnés non plus. Avec tous ces chocs, nous avons tiré des leçons et ces leçons nous amènent justement à conforter l'idée de la vision du développement qui a été renforcée par ce qu'a dit le chef de l'État. Nous devons renverser la vengeance du sous-sol. Oui, la revanche du sous-sol, du sol plutôt sur le sous-sol. Avec toutes ces idées, ça conforte l'idée d'essayer de diversifier notre économie pour que, face aux chocs exogènes qui sont essentiellement tirés par le cours des matières premières, que nous ne soyons pas bouleversés. Et dans cette optique, la marche
de développement est décrit en 3 phases essentielles dans le plan national de développement. La première étape, nous voulons devenir un pays à revenu intermédiaire grâce à la transformation de l'agriculture. Donc, l'agriculture, dans la diversification horizontale, si vous voulez, est ici considérée comme notre premier pas vers la diversification de notre économie, étant donné que la grande partie de notre population vit dans le milieu rural, et donc c'est une population agricole, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi, et nous l'avons entendu, je crois le Premier ministre l'a répété, l'emploi, c'est le seul moyen pour véhiculer la redistribution des ressources qui sont créées. Donc, nous estimons que la première étape de la diversification, c'est aller vers l'agriculture. Et au jour d'aujourd'hui, s'il faut donner des exemples concrets, nous avons notamment un programme important sur lequel le chef de l'État tient à ce que nous puissions nous investir, c'est le programme de transformation agricole. Donc, ce programme pourrait, in fine, créer beaucoup d'emplois, mais à la fois créer de la valeur ajoutée lorsque nous considérons la diversification verticale à travers la création des chaînes de valeur et la transformation, plutôt que de continuer à exporter nos produits qui ne sont pas transformés. Nous avons du cacao, nous avons du café dans ce pays qui sont exportés dans l'état brut. Nous pouvons les transformer dans une, comme disait, diversification verticale à travers la création de chaînes de valeur. Cela nous donne également une opportunité de créer des emplois qui est, comme je disais tout à l'heure, le véhicule qui permet justement de redistribuer la richesse qui est créée dans l'économie et d'adresser la question de la pauvreté. Voilà un peu, si je peux être bref, les 2 moyens, à la fois diversification verticale et horizontale. Je peux aussi renchérir par l'exemple, je crois que Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a parlé de tout ce qui est en train d'être fait dans le secteur minier, notamment avec la transition énergétique, qui peut nous permettre davantage de créer des chaînes de valeur dans tous les secteurs miniers stratégiques qui nous sont très importants. Voilà le peu d'éléments de réponse que peux-je donner à ce stade. Merci. Et si nous parlons un petit peu des politiques dans le cadre de coopération et des actions déjà prises et prévues pour mettre en œuvre cette politique de diversification, est-ce qu'on pouvez avoir des exemples bien concrets dans ce cadre? Merci. Je pense que la deuxième question est certainement liée à la première, c'est clair. Tout à fait. Dans le cas de la coopération, tantôt je venais d'évoquer un exemple, dans le cas de la coopération multilatérale notamment, je crois que d'ailleurs j'avais le sentiment, quand leurs excellences ont parlé, que toute la matière a été vidée, parce qu'ils ont tout abordé dans le détail. Dans le cas de la coopération, j'ai évoqué tantôt un programme important, je peux en évoquer 2 ou 3. Le plus important programme d'aujourd'hui qui permettra très rapidement de donner la nourriture aux Congolais et de vaincre la pauvreté, c'est le programme de transformation agricole. Je crois que Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui est là, va aller dans le détail là-dessus. Et ce programme, c'est un programme qui est soutenu essentiellement par un des bailleurs importants, qui n'est pas le moindre, c'est la BAD, qui soutient ce programme, et puis beaucoup d'autres bailleurs qui sont présents. Ça, c'est dans le cadre de la coopération. Mais un autre exemple, c'est, comme vous le savez, dans le cadre de la coopération avec le système des Nations Unies, il y a un cas de coopération qu'on appelle UNDAF. Je crois qu'aujourd'hui, on l'appelle plan de coopération. Et ce plan s'inscrit justement, au nom du principe de l'alignement de la déclaration de Paris, s'inscrit sur nos priorités de développement. Et ces priorités sont connues. Comme notre première phase notre première marche, je l'ai dit tantôt, c'est l'agriculture, ils s'inscrivent sur ça et il y a beaucoup de partenaires, je peux citer quelques-uns, notamment l'ONU Industrie, qui nous appuie pour essayer de faire de la transformation à petite échelle à travers les PME. Et ça, c'est vraiment un soutien à ne pas mettre en exergue. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Voilà. Vous avez parlé des priorités, mais vous dites que les priorités sont connues. Ils sont peut-être connus à votre niveau. Est-ce que le commun des mortels ici peut vous entendre nous dire quelles sont les principales priorités que vous avez mis en œuvre pour l'exercice, par exemple, de l'économie en 2023? Exactement. Il est clair, aujourd'hui, le gros défi, c'est de donner la nourriture aux populations pauvres. Et si nous voulons y arriver, nous avons dit que les secteurs prioritaires, le clé, c'est l'agriculture. Mais on ne peut pas parvenir à produire dans ce secteur de manière intensive et satisfaisante si nous n'avons pas d'autres secteurs de soutien à l'agriculture. Et je crois que ça a été dit,
en ce lieu. Nous avons d'autres secteurs qui doivent, parce que l'agriculture est à la fois non seulement un secteur pourvoyeur d'emploi, mais c'est un secteur qui offre, si vous voulez, des inputs à d'autres secteurs, notamment le secteur de l'industrie. C'est l'industrie qui va tirer, à travers la transformation, qui va tirer tout ce que l'agriculture va donner. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous ne pouvons pas, vous connaissez le contexte de notre pays, nous sommes dans un pays totalement enclavé. Il faut désenclaver le pays. Je crois que le ministre des Finances est revenu là-dessus. Il faut qu'on arrive à bâtir les infrastructures pour désenclaver, ou si vous voulez, combler le déficit infrastructurel. Et ça, c'est important. Donc, les routes sont importantes. Aujourd'hui, à travers le programme PDL 145 territoires, il est vrai que les routes des dessertes agricoles sont prioritairement ciblées, allais-je dire, qui constituent le deuxième volet de la première composante de PDL, mais il faut également se rassurer, et c'est l'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui au ministère du Plan, avec d'autres ministères sectoriels, notamment le ministère des Infrastructures, de voir comment nous nous rassurons que ces routes des dessertes agricoles sont interconnectées, si vous voulez, sont connectées avec les routes d'intérêt général et local. Sinon, on ne va pas s'y rassurer si nous ne faisons pas cette cartographie. Nous aurons bien les routes internes au niveau des territoires, mais qui ne permettent pas d'assurer l'acheminement de lieux de production vers les lieux de consommation ou de transformation. Donc, c'est l'exercice qui est en train d'être fait à ce jour pour avoir cette cartographie. Une fois la cartographie est complète, les éléments, je crois que nous l'avons presque terminé, seront remis à qui de droit pour que les décisions soient prises et que la question d'infrastructure, de route d'abord, soit résolue. Deuxièmement, on ne peut pas développer l'économie si on ne met pas en avant la question d'électricité, d'énergie. Et ça, c'est une question essentielle. Il faudrait également tenir compte de cette question, surtout pour le fonctionnement de l'industrie. Nous voulons, à l'horizon 2040, devenir un pays émergent grâce à la transformation de l'industrie. Donc, si nous voulons avoir une industrie florissante, nous devons également nous rassurer que l'énergie qui doit alimenter cette industrie soit au point. Voilà pourquoi nous pensons que les infrastructures énergétiques sont aussi importantes pour accompagner. Donc, en bref, si je dois parler des secteurs prioritaires, et c'est d'ailleurs l'exercice sur lequel nous sommes maintenant dans le cadre de la révisation du PNSD, c'est de nous rassurer que nous avons des domaines de concentration, plutôt que de nous éparpiller en mettant en avant pour la première phase la transformation de l'agriculture et voir quels sont les autres secteurs qui permettent à ce que l'agriculture puisse monter. Voilà un peu l'idée essentielle. Très bien. Monsieur le Président de la République a récemment rappelé l'importance de mettre en œuvre des mesures d'urgence pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. Quelles sont les priorités que vous avez identifiées? Effectivement, nous parlons de la diversification de l'économie et de mon point de vue personnel, j'estime que le climat des affaires demeure un ingrédient important. Je pense même le plus important, je dirais même, c'est le lubrifiant dans le moteur qui permet à ce que le moteur fonctionne en plein emploi pour faciliter la diversification. Au jour d'aujourd'hui, nous l'avons entendu, le développement a un prix. Il faut le financer au niveau domestique, c'est vrai, mais les ressources domestiques ne parviendront pas à financer l'économie. Il faudrait donc penser ou tendre la main au privé, et ça c'est clair. Pour tendre la main au privé et essayer de le caresser, il faudrait absolument créer un environnement qui crée un attrait pour le privé. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement avait, depuis 2021, si je ne m'abuse, en juillet, adopté une feuille de route pour les réformes pour l'amélioration du climat des affaires. Cependant, il y a bien sûr au niveau de ces réformes ont été traduites, les plus importantes bien sûr, ont été traduites en assignation au niveau d'environ 16 ministres réformateurs. Alors, une première évaluation qui a été faite par la cellule de coordination du climat des affaires, implémentée au niveau de la présidence, a révélé que la plupart de ces réformes n'ont pas été mises en route. Je crois que nous l'avons entendu à travers le rapport. On a eu environ 37% ou 36 et 37% des secteurs seulement qui ont essayé, des réformes, pardon, qui ont essayé d'avancer. Du coup, le gouvernement, avec l'impulsion du chef de l'État,
a levé l'option d'avoir un paquet minimum de réformes. C'est ça qu'on appelle plan d'urgence, qu'on pourra mener d'ici à fin décembre de cette année. Comme ça, on s'organise dans une approche tout à fait parcimonique sur un certain nombre de réformes, or que se rassure que ces réformes peuvent être accélérées pour qu'on soit sûr qu'on avance. Et puis, ces réformes, je crois que si on a eu des difficultés pour avancer, les raisons ont été données, la lourdeur au niveau de l'administration, donc il faut revoir l'écosystème, il y a eu beaucoup de problèmes. D'autres réformes, c'est des problèmes de financement, la faible appropriation par certains secteurs, toutes ces questions, on devrait se rassurer que tous ces goulots d'étranglement devront être levés avec les nouvelles réformes ou, si vous voulez, avec le paquet minimum des réformes retenues. Alors, ces réformes, si je peux citer quelques-unes d'entre elles. Les réformes majeures qui sont, Ouais. parce que on est en train de faire un clin d'œil par rapport au temps qui nous reste. Je sais Voilà. que le sujet est très passionnant. Si vous pouvez vraiment me donner des Je grandes vais citer lignes. quelques réformes majeures. Nous pouvons citer, par exemple, la simplification de la fiscalité et la parafiscalité, ça c'est une réforme importante. La rationalisation et la réduction des rôles du contrôle, si vous voulez, économique et fiscal. La réduction des procédures et des délais dans l'accomplissement des formalités, la réalisation des formalités au niveau des administrations, ça c'est important. Le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire et la lutte contre la corruption. Ce sont autant de réformes majeures, je dirais même la réduction du taux de certaines perceptions, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Je vous remercie. Merci. Puisque nous avons parlé du climat des affaires, je vais m'adresser au président de la Cour constitutionnelle, Monsieur Dieudonné Kamouleta Badibanga. Ai-je été une bonne élève cette fois-ci? Je vous remercie. Quel est le rôle des instances judiciaires, Monsieur le Président, dans l'assurance d'un climat des affaires favorable à l'attraction des investissements et des investisseurs? Merci beaucoup, madame. Donc, le petit couac du début, c'est l'exercice même de l'état de droit qui me donne le droit au nom. Hein? Le droit au nom est un droit sacré. Excellent. Ouais. Je ne m'appelle pas Badibanga Kamouleta, mais je m'appelle Kamouleta Badibanga. Merci, Non, Monsieur ça, le c'est Président. compris. Oui, avant de répondre à la question, je tiens à remercier le ministre des Finances pour cette invitation, même si elle a été tardive. C'est à 20 heures que le ministre m'a appelé pour me dire que j'étais panéliste. J'étais encore au bureau, mais je lui ai dit non, mais au fait, en temps normal, je pouvais dire non, mais je devais me préparer. Mais vu l'importance de la question, personnellement, j'ai préféré venir parce que c'est aussi une occasion pour communiquer. Tout à fait. Surtout en ce qui concerne la justice dans notre pays. Ce qui nous manque, nous magistrats, c'est la communication. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas communiquer, mais parce que les statuts nous interdisent de communiquer. Donc le magistrat par nature, c'est quelqu'un qui ne parle pas de ce qu'il fait. Les instances judiciaires ou le pouvoir judiciaire a un rôle très important dans le climat des affaires. Vous savez très bien que la vision du chef de l'État est basée sur l'état de droit. Cette vision qui trouve sa consolidation dans notre Constitution. Le tout premier article de la Constitution pose que la République démocratique du Congo est un état de droit. Le tout premier article. Cela veut dire que, et là c'est le complément que donne l'article 150, les cours et tribunaux qui constituent le pouvoir judiciaire ont l'obligation et le devoir de faire en sorte que sur l'étendue de notre pays, le droit fondamental, les libertés fondamentales soient sauvegardées par l'exercice de droit, c'est-à-dire l'acte de dire le droit, de trancher les litiges. Et à cette occasion-là, nous devons tous savoir aussi que le droit, quand il est bien dit, la justice, quand elle est bien dite, elle participe à la sécurité sociale. Donc, c'est vous dire que, au fait, c'est un rôle très important.
et que depuis le baromètre, je crois que j'avais donné certains éléments, depuis là, nous avons fait du chemin. Il y a une situation qui était antérieure, je sais que avant d'entrer sur, on me disait, non, vous êtes attendus. J'ai dit, non, non, nous sommes tous attendus. Parce que quand nous parlons de la justice, ce n'est pas l'effet des magistrats, c'est l'effet de toute la communauté nationale. Toutes les institutions doivent faire en sorte que la justice se tienne bien. Mais pour moi, qui suis le responsable des magistrats dans le pays, nous avons pris la résolution ferme de faire en sorte que tous les textes qui nous régissent soient respectés. Et cela se remarque déjà, contrairement à ce que certains pensaient, que le magistrat est un intouchable. Non, c'est le magistrat qui est beaucoup plus touché. Et parce que peut-être ça ne se voyait pas, la vision est claire et les instructions ont été données pour que les investisseurs qui viennent soient d'abord les premiers à savoir qu'en venant à la République démocratique du Congo, j'y vais tout en respectant les lois et les règlements de ce pays-là. C'est aussi un appel que nous lançons parce que c'est vrai qu'on parle de certains magistrats parce que c'est pas tout magistrat qui est corrompu. Certains qui sont là. Or, cette infraction-là, pour qu'elle existe, il faut qu'il y ait un corrupteur. Ce corrupteur-là est un opérateur économique. De notre côté, nous avons pris la résolution et je crois que la plupart des magistrats ont compris. Ceux qui peuvent encore se permettre de jouer à ce petit jeu-là, mais la rigueur de la loi s'applique. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, en moins d'un mois, il y a un cas qui est sorti de la normale. Il y a des magistrats qui sont en train d'être jugés pour corruption. Il y a quelqu'un qui a bénéficié d'une liberté provisoire, mais de façon rocambolesque, prêtez-moi le mot. Quelqu'un qui est condamné pour viol en flagrance à 10 ans de prison au premier degré, il interjette appel, c'est qui est son droit. Arrivé au niveau de la cour d'appel, au lieu même de trancher l'affaire, parce qu'ils ont l'affaire en urgence, elle a préféré accorder la liberté provisoire, ce qui est inadmissible. La conséquence, c'était quoi? Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature informé le même jour a ordonné au procureur général de Matadi de constater qu'il y a eu une commission, la commission de l'infraction de corruption. Parce qu'il ne faut pas seulement que nous ayons des caméras pour voir, mais il y a certaines attitudes quand elles sont posées, on se dit non mais en temps normal, un magistrat qui a fait un parcours normal arrivé au niveau de la cour d'appel, c'est pas un débutant. Il ne peut pas ne pas savoir que quand il y a une infraction de viol, on n'accorde jamais de liberté provisoire. Et surtout, quand nous sommes en procédure de flagrance, vous accordez la liberté provisoire, c'est-à-dire que vous avez cassé la procédure de flagrance. Quelle a été l'attitude? Le procureur général est allé en prison pour interroger celui qui venait de bénéficier de la liberté provisoire. Quel est le raisonnement? Si le magistrat n'a pas été droit dans son attitude, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a incité. Ce quelqu'un-là, nous n'avons pas à le chercher très loin parce que c'est celui qui a bénéficié de la mesure. Il a été entendu pour corruption et il a été mis sous MAP. Au même moment, on lui a fait comprendre ceci. Pour l'infraction, la première infraction, vous avez bénéficié de la liberté provisoire, c'est-à-dire vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais pour l'autre infraction ici, on vous maintient en prison. Or, en les maintenant en prison, la première décision de liberté provisoire tombe. Pour être logique, parce qu'il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Et en ce moment-là, nous nous sommes tournés vers les magistrats. Nous avions ordonné en ce moment-là à leur chef au niveau provincial d'ouvrir une action disciplinaire et de constater ce dérapage. Et sur le plan pénal, c'est le procureur général qui les a tous interpellés. Un mandat d'amener avait été lancé. Tous les 3 collègues ont été arrêtés et entendus en flagrance pour corruption.
il y a de cela quelques semaines. Et comme on ne pouvait pas les juger à Matadi, étant eux-mêmes magistrats du ressort de Matadi, la loi dit qu'ils peuvent être jugés dans le ressort proche. Le ressort proche, c'est Kinshasa. Ils sont en train d'être jugés ici à Kinshasa, à Matete. Donc, c'est pour dire que nous tenons à ce que le climat des affaires au niveau de la justice puisse s'améliorer et qu'il redevienne sain. Et cela, c'est une résolution ferme que nous tiendrons à accomplir. Puisque nous sommes vraiment en train de courir derrière le temps, je dois quand même vous poser cette question. Quelles sont les principales leçons que vous tirez pour le secteur judiciaire de la première édition du baromètre national du climat des affaires, dont les résultats d'ailleurs ont été énoncés par le président de la République? Oui, au fait, depuis le baromètre du climat des affaires, nous avions énoncé l'état des lieux. Comme le ministre des Finances venait de le dire, le rapport, c'est ce que nous avons fait. Ce que nous disons, c'est ce qu'il y a à faire. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé et je salue le dynamisme du ministère des Finances. Pour nous, les autres disent c'est un ministère compliqué, mais pour nous, depuis ce temps-là, j'ai vu le ministre des Finances et la vice-ministre qui ont coordonné et la vice-ministre est venue me voir au bureau sur recommandation du ministre des Finances pour faire en sorte que des questions urgentes, parce que vous devez savoir aussi que la justice ou les magistrats est un homme. Il y a certaines choses, il y a des moyens dont nous avons besoin pour que cet homme-là, qui est appelé sous les drapeaux, puisse travailler dans de bonnes conditions. Si les moyens ne viennent pas, nous ne pouvons pas garantir les résultats que nous sommes en train tous d'appeler. Alors, au niveau du ministère des Finances, il y a une procédure allégée, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature passe directement par la vice-ministre. Comme ça, au moins, nous pouvons suivre. Et là, nous avons eu 2500 magistrats qui sont entrés, n'est-ce pas? C'est à nous maintenant de faire en sorte que les 2500 magistrats puissent être de qualité. Or, la qualité, ce n'est pas au niveau des textes, c'est au niveau de l'homme. C'est pour cela qu'avant leur affectation dans différentes provinces, ils doivent être formés. Je salue aussi l'action du ministère des Finances. Le 1/4 du budget qui était prévu pour la formation a été libéré. Et nous espérons que d'ici le mois prochain, les 3/4 seront libérés pour que le travail soit fait. Non, mais c'est sérieux parce que, en fait, vous savez que quand on prend un magistrat, il est là. En notre temps, on n'entrait pas dans la magistrature en étant magistrat. On vous nommait magistrat à titre provisoire et vous faites une année. Pendant cette année-là, c'est une année probatoire. Si vous êtes réellement bien coté, c'est en ce moment-là que le président de la République vous nomme comme substitut du procureur de la République. La loi a changé. La loi, c'est pas de notre fait. Nous, nous appliquons la loi. Et depuis, on vous nomme directement substitut du procureur de la République. On ne peut pas engager ces gens-là directement dans les provinces ou dans les ressorts. C'est pourquoi un temps de formation. Nous parlons de 2500 magistrats. Ce ne sont plus des candidats, ce sont des magistrats parce qu'ils sont nommés. Et l'État doit mettre les moyens à notre disposition, ce qui est déjà en train d'être fait, afin que nous puissions avoir des magistrats de qualité. Et là où ils iront, j'en appelle aussi au civisme des opérateurs économiques. Aidons les magistrats à faire leur travail. Et ce que peut-être le monde des affaires ne connaît pas ou ne sait pas, c'est que le président de la Cour constitutionnelle, parce que c'est notre particularité, je suis le président de la Cour constitutionnelle, mais en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. En réalité, en venant ici, c'est sous l'étiquette président du Conseil supérieur de la magistrature. Or, la loi sur les statuts des magistrats dit ceci. Tout particulier peut saisir la chambre de discipline, soit provinciale ou nationale, par citation directe, c'est-à-dire sans passer par les structures des magistrats.
Vous êtes opérateur économique. Un magistrat, pour poser un acte, vous demande de l'argent. Mais ce n'est pas un problème. Venez nous voir directement en saisissant la chambre, sans formalité. Ça, ce sont des choses que les opérateurs économiques doivent savoir. La loi protège le climat des affaires. C'est un droit. Et c'est pourquoi nous tendons encore la main à nos concitoyens, à ceux qui ont choisi la RDC pour faire les affaires. La loi vous protège. Ne fouillez pas le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la Cour constitutionnelle n'est pas un procureur général pour vous arrêter. Il est là pour vous servir et c'est pourquoi chaque méfait du magistrat, dans l'attitude, dans le comportement, nous ne sommes pas des dieux pour savoir tout. Vous en êtes victime, c'est pas un problème. Contactez, si c'est en province, contactez directement le premier président de la cour d'appel de cette province-là. Si c'est ici à Kinshasa, voyez directement le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature ou passez directement me voir et une action sera instruite afin que la paix soit rétablie. Merci. Monsieur le Président, c'est très passionnant. Nous avons eu à échanger. Je vais vous remercier. Merci. Simplement, Monsieur le Président, puisque nous l'avons eu en neuf, je vais encore réitérer, je vois que j'ai en face de moi l'administrateur de la FEC, que nous ayons ce genre de change assez régulièrement. Il y a beaucoup de réformes qui sont faites. Non seulement avec la FEC, je lance encore cet appel. J'ai parlé avec la gouverneure de la Banque centrale, même l'association des banques. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est vrai que c'est aussi les conséquences de la loi du droit au HADA. Il faut reconnaître que le droit au HADA n'est pas encore assimilé dans notre pays, surtout par les opérateurs économiques. Faites en sorte que le droit au HADA soit bien assimilé. Faites en sorte aussi que vos collaborateurs dans vos départements juridiques soient des personnes loyales. J'insiste sur loyales. Parce que je suis magistrat, je sais ce qui se passe. Le ver ou l'insecte qui tue le grain d'haricot n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et j'espère que nous sommes bien entendus. Donc le problème pour que le magistrat soit sollicité, c'est lui qui connaît la stratégie intérieure, c'est la personne même que vous-même vous mandatez pour saisir la justice. C'est pourquoi nous disons la main étendue, la FEC officiellement qu'elle vienne, que nous puissions mettre sur pied une passerelle. On peut même imaginer une rencontre avec la FEC chaque 2 mois pour échanger de façon officielle. Et de cette façon-là, je crois qu'on va peut-être amoindrir certaines mauvaises tentatives. Nous prenons bonne note, Monsieur le Président, et je vous remercie. Merci. Je vais continuer une question au directeur des opérations, puisqu'on a parlé également au directeur des opérations de la Banque mondiale, Monsieur Albert Zefac. Les projets, comme ont été annoncés dans le programme, les projets de la Banque mondiale en RDC se sont multipliés au cours de dernières années. Comment expliquez-vous cette accélération et quels secteurs et domaines sont vos priorités pour les projets à venir? Par ailleurs, quelles sont, selon vous, les réformes, puisque nous avons entendu des réformes dont a évoqué le président de la Cour constitutionnelle, Madame Kabedi également a évoqué. D'après vous, quelles sont les réformes que devraient être mises en œuvre afin de permettre à la RDC de poursuivre sa politique de diversification? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Mais je voudrais tout de suite, et pour m'assurer que nous ne soyons pas ici juste pour parler et ne pas agir, je voudrais tout de suite soumettre que la Banque mondiale est prête à accompagner la Cour constitutionnelle, le secteur privé et la société civile dans ce dialogue qui est absolument indispensable pour l'amélioration du climat des affaires. Excellent. Dans le cadre de notre projet pour l'amélioration de la gouvernance, le projet Encore, nous avons la possibilité de travailler avec vous et nous allons venir pour que ce dialogue se fasse et de façon suivie. Et on va, comme on le fait ici aujourd'hui, monitorer les résultats. Parfait. Très bien. Je voudrais, pour commencer, féliciter le gouvernement congolais.
Je voudrais le féliciter parce que cet exercice participe d'une volonté d'ancrer le mécanisme de suivi et d'évaluation de façon endogène dans ce que l'on fait dans ce pays. Et je crois que c'est essentiel, cette culture de suivi et évaluation doit se développer dans tous les aspects sans laquelle on ne peut pas effectivement faire des progrès durables. Donc, je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Deuxième chose, je voudrais féliciter M. Zézé et son équipe pour la pertinence des composants de cet indice. Parce qu'il ne s'agit pas juste des composants pour évaluer le risque pays. Il s'agit exactement des mêmes éléments qui participent d'une croissance durable et inclusive si on peut effectivement porter toute l'attention sur ces critères. Donc, je crois que c'est un exercice extrêmement important et la Banque mondiale est très, très heureuse d'être là aujourd'hui. Pour revenir à votre question, Madame la modératrice, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre ont tous mentionné combien le portefeuille de la Banque mondiale a augmenté. En effet, à juin 2019, le portefeuille de la Banque mondiale était de 3,4 milliards de dollars. À juin 2023, aujourd'hui, nous sommes à 9 milliards, dont on a presque triplé en 4 ans. Mais alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il ne s'agit pas juste de regarder ces chiffres. Parce qu'en fait, la moitié, 50% de cette enveloppe, de cet encours d'engagement est non décaissé. C'est-à-dire que la Banque mondiale n'a pas mis 9 milliards dans les caisses du gouvernement. Non, on a encore près de 5 milliards de dollars à décaisser, d'où l'importance de travailler ensemble, comme l'a dit le ministre des Finances, pour que la mise en œuvre se fasse non seulement de façon efficace, mais aussi effective. J'aime dire à mes collègues, nous ne pouvons pas atteindre les bénéficiaires si les projets ne décaissent pas et si les projets ne décaissent pas bien. Et que ça veut dire bien décaisser, c'est décaisser sans corruption. Ça, c'est la clé. Donc voilà ce que nous essayons de faire et nous essayons de travailler avec le gouvernement pour que ce portefeuille qui a augmenté de façon significative, fruit des réformes accélérées que le gouvernement a entreprises depuis 2019, que ce portefeuille puisse permettre une amélioration sensible des conditions de vie des populations congolaises. Alors, dans ce portefeuille, nous nous attardons sur quelques secteurs extrêmement importants. Le premier, c'est celui du capital humain. Et comme cela a été dit plus tôt, la Banque mondiale a accompagné le gouvernement dans sa politique de gratuité et nous en sommes très, très heureux puisque nous commençons à voir des résultats extrêmement importants. Alors, les résultats en termes d'augmentation de l'accès, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui arrivent dans les salles de classe, sont indéniables. La semaine dernière, j'ai visité des écoles aussi bien à la périphérie de Kinshasa que dans le Kasaï. Le nombre d'enfants qui est arrivé dans les écoles suite à la gratuité est extraordinaire. Et c'est une chose, à mon avis, qu'il faut reconnaître et applaudir. Donc, je vous demande d'applaudir cet effort. Parce qu'en fait, le nombre d'enfants qui arrivent dans les écoles sont beaucoup plus de filles et sont beaucoup plus de familles pauvres. Et donc, beaucoup plus de filles parce que dans les familles, les parents avaient tendance à arbitrer et envoyer plus les garçons. Maintenant qu'il y a gratuité, il y a plus de filles qui rentrent dans les écoles. Donc, c'est une chose extrêmement importante. Maintenant, il faut travailler pour s'assurer que la qualité de l'éducation soit maintenue. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour investir dans de nouvelles salles de classe, de nouveaux maîtres qu'il faut bien former, mieux former, le matériel didactique et s'assurer effectivement que cela n'entraîne pas une baisse de la qualité de l'éducation. Deuxième chose qu'il faut faire, et nous sommes en train d'accompagner le gouvernement là-dessus, c'est de s'assurer que ce flot dans le primaire s'accompagne dans le secondaire
Et là, nous avons un projet de près de 400 millions de dollars qui vient d'être approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale pour accompagner les enfants dans le secondaire et surtout les jeunes filles, tout en les protégeant des violences basées contre le genre. Donc voilà quelques petites choses que nous faisons. Ça, c'est le capital humain. Nous travaillons également dans le domaine des infrastructures. Et nous travaillons pour s'assurer que l'infrastructure routière soit un point d'emphase dans le développement, parce qu'on ne peut pas diversifier sans infrastructure. Et nous travaillons pour construire une route qui va aller de Buji-Mayi à Bukavu dans sa première phase, et plus tard remonter jusque dans l'Ituri. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est l'infrastructure. Nous travaillons également pour appuyer les réformes. Parce qu'au final, au-delà des projets d'investissement, c'est les réformes qui font changer les pays. Donc, nous accompagnons le gouvernement dans ses efforts de réforme à travers les appuis budgétaires. Et comme l'a dit le ministre des Finances tout à l'heure, nous avons fait un premier appui budgétaire de 250 millions de dollars l'année dernière. Et cette année, nous avons fait un appui budgétaire de 500 millions de dollars. Et en fait, c'est la première fois que ça se passe pour le Congo. Et donc, je crois que c'est un témoignage de l'effort que fait le gouvernement pour effectivement pousser ces réformes. Alors, ce que nous voyons également comme secteur important, je ne dirais pas secteur, mais un des éléments que nous voyons pour le futur, qui va être critique, c'est la numérisation. C'est la numérisation parce que le Congo est très en retard par rapport à l'économie numérique. Il faut juste regarder le Kenya pour voir cette différence, aussi bien sur le plan financier ou sur le plan même du e-government, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Comment utiliser la digitalisation dans l'administration, dans la provision des services, comment l'utiliser pour accélérer la productivité des entreprises du secteur privé. Ça, c'est des domaines dans lesquels nous voulons investir et travailler avec le gouvernement. Et je crois que c'est des domaines tous extrêmement importants. Nous allons certainement continuer à travailler avec le gouvernement. Maintenant, vous avez parlé des réformes critiques, n'est-ce pas? Oui. Réformes critiques, je pense que on peut les catégoriser, je crois, en 4. Le premier bloc de réformes qu'il va falloir accélérer, c'est au niveau de la stabilité macroéconomique. On ne peut pas diversifier son économie de façon soutenue sans un cadre macroéconomique stable. Ça, c'est un. Le deuxième bloc, c'est des réformes qui vont permettre à cette économie de mettre l'accent sur l'intégration régionale, c'est-à-dire la connectivité physique et numérique qui permettront à cette économie non seulement de servir ce marché local, mais aussi de bénéficier du grand marché autour de lui. Le troisième bloc de réforme, c'est clairement la réforme des administrations publiques. On ne peut pas développer un secteur privé dynamique sans une administration efficace et performante. Il faut donc essayer de voir comment l'administration congolaise évolue pour être une qui a pour seul objectif de faciliter la création d'emplois par le secteur privé. C'est-à-dire faciliter l'activité du secteur privé et avoir pour objectif la création de ces emplois, surtout pour la jeunesse qui en a tant besoin. Le quatrième bloc de réformes clés, à notre avis, c'est les réformes qui vont permettre l'accumulation du capital humain. On ne peut pas se diversifier sans compétences et on ne peut pas se diversifier sans capital humain. Merci. Je vous remercie. J'aurais bien voulu continuer, mais le temps, puisque vous avez énoncé 2 sujets assez importants, c'est qui m'amène vers
le directeur général de Vodacom, vous avez parlé de connectivité, vous avez parlé de numérique, donc ça tombe très bien. Monsieur le DG, comment, dans votre secteur d'activité, quelles sont selon vous les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour assurer l'essor de croissance économique dans ce pays? Puisqu'il a parlé aussi du côté, soyons concrets, vous êtes dans le secteur, qu'est-ce qu'il faudra faire? Merci. D'abord, j'aimerais remercier Son Excellence le ministre des Finances pour nous avoir invités, nous donner la parole dans un forum comme celui-ci. Et remercier également Son Excellence le Président de la République pour tous les efforts et la transparence et le courage qui a été démontré lors du baromètre national du climat des affaires. Je pense qu'en tant qu'opérateur économique en général et télécommunications en particulier, on voit là une vraie dynamique de changement que l'on salue et que l'on encourage. Et on veut juste réitérer notre soutien et notre participation active et positive dans ce processus. Effectivement, tout ce qui a été relevé, aussi bien au niveau de Madame la gouverneure de la Banque centrale qu'au niveau de la Banque mondiale et du plan, toutes ces réformes, tous ces changements technologiques, mais également de civilisation qui sont en train de se passer, sont pour nous des opportunités et nous sommes une industrie qui peut apporter beaucoup de solutions, que ce soit dans l'inclusion financière, que ce soit dans la dématérialisation des paiements, dans la centralisation des récoltes des taxes, mais également dans l'éducation. On a vu que pendant la période du Covid, l'industrie des télécommunications a été un élément salvateur qui a permis aux gens de continuer à travailler, de continuer à s'éduquer. Ça a aidé également pour la recherche et le déploiement des différentes solutions, même médicales. Donc, on est une industrie solution. On a, à travers nos empreintes dans différents pays, on a travaillé avec beaucoup de gouvernements, que ce soit pour l'e-government, donc les réformes qui ont été à très juste titre mentionnées comme étant fondamentales et de développement à long terme. Nous avons également beaucoup de solutions en ce qui concerne l'agriculture. On sait que les exemples et ce qui a été cité jusque-là au niveau du potentiel agricole de notre pays qui pourrait nourrir quasiment toute l'Afrique, si ce n'est plus, il y a tout un tas de solutions de numérisation qui permettent aux coopératives d'avoir accès, que ce soit à l'information, au prix des marchés mondiaux, s'organiser en tant que coopérative. Il y a beaucoup de solutions que notre industrie et notre société en particulier peuvent apporter, aussi bien au niveau du gouvernement, au niveau des instances publiques, mais également privées. On sait également que le segment des petites et moyennes entreprises, qui sont un poumon de croissance et un potentiel de développement énorme pour un pays comme le nôtre, peuvent être également accompagnés par tout un tas de solutions de numérisation, de cloud, de services Internet. Donc, le message qu'on a ici, d'abord, c'est un message d'encouragement et d'optimisme constructif. Oui, bien sûr, on a tous des challenges, mais nos défis et nos perspectives sont bien supérieurs aux challenges auxquels on est confronté. Et je dirais, c'est avec beaucoup d'optimisme que nous mettons à la disposition aussi bien du gouvernement, mais des différentes entités gouvernementales et privées pour apporter la longue suite de solutions, aussi bien dans l'éducation, aussi bien dans l'agriculture, au niveau des entreprises, au niveau du cloud, de la connectivité. On parlait de connectivité régionale. Effectivement, c'est un élément fondamental pour pouvoir faire respirer nos réseaux et avoir une connectivité qui soit au-delà juste de la République de la Gombe et de Kinshasa. On a des populations, on a tendance peut-être pour ceux qui nous rendent visite de l'étranger, on a tendance à oublier que notre pays fait 7 fois l'Allemagne, c'est-à-dire l'Europe occidentale. On ne peut pas ne pas prendre en compte un élément aussi important que ça. C'est pas aussi facile de déployer en RDC que ça l'est dans des pays où les infrastructures et les accès portuaires sont beaucoup plus développés. Donc, c'est tout cet écosystème de challenge, mais surtout d'opportunités que nous, en tant qu'industrie, sommes ravis d'accompagner. Et il n'y a pas un meilleur moment et un meilleur endroit pour être dans l'industrie qu'en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je vous remercie sur cette belle parole. Je voudrais vraiment applaudir tous mes panélistes.